Maintenant, Marc Ouimet, historien en résidence de CIBL et en résidence de plusieurs tavernes de Montréal ici. Surtout dans l'est de la ville. Surtout dans l'est de la ville. Oui. Comment ça va, Marc? Aujourd'hui, la semaine dernière, tu nous as parlé de corruption. T'as pas eu le temps de parler de tout ce qu'il y avait de corruption à Montréal. Il y en avait trop. Il y en avait trop, et donc on t'a coupé. Mais là, t'es venu pour nous parler encore un peu de corruption, puis de renouvellement d'espace de démocratie, je pense. Oui, c'est ça, parce qu'à un moment donné, juste parler de la boîte, c'est déprimant, là, fait qu'il faut essayer d'en sortir. Trouver des solutions. Oui, c'est ça, on va essayer de creuser notre trou vers le haut. Donc, en fait, oui, c'est ça. Et écoute, je veux pas vendre la mèche parce que je vais revenir pour parler de ça. Tu sais, je me vends moi-même d'émission en émission. Je te tends des perches, comme ça je peux revenir à la suivante. Oui, mais là, tu perds du temps pour ta chronique. Je sais, mais regarde, c'est pas grave. J'aime faire les mises en contexte. D'accord, donc oui. Donc, je suis dans certains groupes qui réfléchissent notamment, comment je peux dire, un certain renouvellement de la démocratie, notamment par le numérique, l'utilisation des données ouvertes, pour pas le parler, dont, entre autres, la conférence Webcom qui va se tenir la semaine prochaine et qui va réfléchir sur le principe de ville intelligente. Donc, je vais y revenir un peu à la fin de la chronique. Je vais seulement, au départ, reprendre un peu là où j'avais laissé la semaine dernière, refaire un petit topo rapide jusqu'à aujourd'hui et quand même proposer des pistes optimistes pour l'avenir. Donc, nous parlions la dernière fois donc de corruption endémique, de faiblesse de la fonction publique qui laissait largement place au patronage, au copinage et aux mains dans les poches des mafieux de Montréal qui étaient nombreux. Donc, ça nous amène à peu près au tournant des années 60 où, évidemment, c'est le maire Jean Drapeau qui reprend le pouvoir à cette époque. Un vrai leader. Un leader charismatique, s'il en est un, autoritaire comme le sont souvent les leaders. Et c'est quand même assez intéressant parce que vraiment... T'sais, on voit souvent le tournant des années 60 comme le début de la Révolution tranquille. Je n'entrerai pas dans un débat historiographique qui est de toute façon soporifique et usé. Mais c'est quand même drôle de voir que sur la scène provinciale, on a vraiment quand même l'équipe du tonnerre, évidemment, de Jean Lesage qui commence à faire des réformes sociales, alors que sur la scène municipale, on a un maire justement autoritaire, plutôt conservateur. Puis, je m'étais jamais rendu compte de cette dichotomie-là, en fait, entre justement une scène locale qui était somme toute assez répressive, très peu ouverte. En fait, le maire Drapeau s'est donné des grands projets, puis s'est donné les moyens d'y mener à terme, c'est-à-dire qu'il a centralisé beaucoup le pouvoir entre ses mains, qu'il a notamment réduit au minimum la participation sociale, alors qu'on sait que les années 60, les mouvements sociaux des années 60 étaient justement complètement marqués par une volonté de participation citoyenne. Il a même plus interdit grande. Les manifestations, si je me souviens bien. Oui, à plusieurs reprises. Écoute, qu'on parle des émeutes de la Saint-Jean, qu'on parle des nombreuses grèves qu'il y a eu dans les années 60. Non, il y a eu beaucoup de répression comme sur le terrain, donc c'est quand même assez intéressant comme dualité. En fait, ce qu'on voit aussi, c'est que le maire Drapeau a concentré les pouvoirs dans ses mains parce que bon, il y a eu l'Expo 67, il y a eu les Jeux Olympiques, il y a eu le Métro de Montréal, qui sont tous des très grands ouvrages qui peut-être nécessitaient une certaine centralisation. Mais bon, d'ailleurs, j'ai parlé des 2 tutelles dont Montréal avait été l'objet au cours des 50 premières années du 20e siècle. Faut savoir que les comités des tutelles avaient quand même instauré des mécanismes de contre-pouvoir à Montréal, des mécanismes que le maire Drapeau a pratiquement anéantis pour être comme plus efficace dans sa gestion, mais ce qui évidemment a laissé peu de place justement à la contestation ou simplement à la vérification des ouvrages. Donc on sait qu'il y a eu énormément de fraude, sinon de fouillis dans la gestion de ces différents projets-là. On en paye encore la note aujourd'hui. Et d'ailleurs, devant ça, le mouvement communautaire qui avait commencé à s'organiser dans les années 60 décide, en fait, se mobilise et fonde le Front d'action politique en vue des élections municipales de 1970. Et c'était carrément les militants de gauche là, qui voulaient vraiment instaurer de la participation citoyenne dans les cercles de pouvoir municipaux. Or, arrive la crise d'octobre. Regardons ça, toi. Puis, évidemment, le maire Drapeau saute sur l'occasion et associe le FRAP au FLQ. Ce qui a comme effet, en fait, ce qui était d'autant plus facile qu'il y avait de nombreux militants du FRAP qui avaient été arrêtés pendant la rafle de... Puis
approuvait et même a demandé la venue des soldats aussi. En tout cas, on ne rentrera pas là-dedans, mais bon. Non, mais tout ça pour dire que pour la participation citoyenne, on repassera. Donc, grosso modo, il y a à peu près rien jusqu'à les années 80 où Jean Doré essaye d'instaurer, ou en fait, il promettait d'instaurer des comités de participation citoyenne, ce qui a évidemment pas eu lieu quand il a pris le pouvoir. Et pour faire une histoire courte, parce que bon, le temps file et j'ai beaucoup de choses à dire, on arrive, je veux dire, au tournant des années 2000, fusion des fusions, bon, on s'entend que les 10 dernières années ont certainement pas été des cercles de participation citoyenne. Et on est là aujourd'hui et on a des élections municipales qui arrivent à l'automne. On a un monsieur Coderre qui parle de beaucoup de choses, dont certaines en fait sont peut-être plutôt creuses au premier regard, mais nomme un concept qui s'appelle ville intelligente. Donc on a évidemment toujours des commentateurs perspicaces dans les médias qui font comme une ville intelligente, qu'est-ce que c'est, monsieur Coderre va tweeter ses décisions en tant que maire. Non, je suis désolé, le principe de ville intelligente est un peu plus complexe que ça. Et en fait, en bon gars de web, parce que je ne suis pas historien, je suis aussi un geek, de toutes les qualités, Marc. Je sais pas si être un geek, c'est une qualité. Des fois, ça peut être mauvais avec les femmes, mais ça, c'est une sorte. Mais j'ai vu une étude française qui disait le contraire. C'était complètement sidérant, en tout cas. Oui, donc il y a, je crois, bon, on en a parlé déjà l'année passée. Je vais revenir là-dessus. Je crois fondamentalement qu'on vit une crise politique présentement. Je crois que la notion qu'on a et les mécanismes qu'on a de démocratie, de discussion de la chose publique et même de se conceptualiser en tant que groupe, comme communauté, se doit absolument d'être renouvelé. Donc pour ça, évidemment, je crois qu'il y a des plateformes qui peuvent donner des pistes de solutions novatrices par rapport à ça. Qu'on parle par exemple du principe de données ouvertes. Donc, le principe de données ouvertes, qu'est-ce que c'est? C'est de dire qu'il y a des données publiques dans plein de milieux, que ce soit en santé, que ce soit par rapport aux octrois de contrats, que ce soit par rapport au budget des différents arrondissements à Montréal. En rendant ces données publiques-là, d'abord, il y a une possibilité de vérifier pour le citoyen qu'est-ce que l'administration fait avec l'argent, mais il y a aussi moyen de développer des applications, de prendre les données et de développer des applications pour diverses causes. Par exemple, j'ai vu cette semaine une map de tous les points de surveillance de la police sur la piste cyclable à Montréal. C'est une application. Je pense pas que ça serait fait par la Ville de Montréal, justement. Certainement pas par la Ville de Montréal, mais quand les données sont ouvertes, le point, c'est que tout citoyen peut s'approprier ces données-là. C'est une collaboration de tout le monde, donc par le nombre, là, oui, absolument. Ça devient plus efficace. La Ville elle-même peut développer de nouvelles façons. Exemple, un exemple, je sais plus c'est dans quelle ville aux États-Unis, on a instauré ce type de processus-là, et ce que ça fait, c'est qu'exemple, quand il y a un travaux majeur à faire en voirie dans une certaine portion de la ville, on va dans les données pour voir quels autres travaux devaient être faits dans la même section, et on va faire en même temps des travaux mineurs, ce qui va permettre de sauver beaucoup de temps et de dérangement finalement pour les citoyens. Le plateau Mont-Royal, par exemple, a une initiative de budget en ligne qui permet aux citoyens, donc on a le fonds de roulement finalement de l'arrondissement, et on peut vraiment dire, OK, moi je veux investir plus dans les parcs, je veux investir plus dans les rues, je veux investir dans le stationnement ou le déneigement. C'est une genre de simulation, je crois, pour permettre aux électeurs de mieux comprendre un peu le fonctionnement d'un budget. Il y a pas de décisions qui sont prises par les électeurs. Il y a effectivement pas de décision. On n'est pas rendu encore des mécanismes consultatifs en ligne, comme par exemple il y avait eu lors de l'Assemblée constituante en Islande l'année passée, il y a 2 ans. Donc, à ce moment-là, il y avait vraiment moyen d'amender la Constitution directement en ligne. On n'est pas rendu là encore aujourd'hui. Ça serait le fun. Au Canada, on pourrait amender la Constitution et rentrer dans la Constitution en tant que Québécois. Au Canada, je sais pas. Ça pourrait être très drôle. Si, par exemple, on décidait de faire une Constitution québécoise, qui est quand même beaucoup plus plausible, on aurait quelque chose de très, très, très intéressant et de beaucoup plus mobilisateur que de se dire, OK, on va continuer à avoir des décisions politiques qui sont prises par une élite où le citoyen est en quelque sorte spectateur. Donc non, c'est-à-dire qu'on va se donner des plateformes d'interaction inédites, novatrices, parce que si le renouvellement de la démocratie, il doit y avoir au Québec, je crois que c'est le cas, ça va passer par plus de participation citoyenne. Maintenant, je suis pas un technophile au point de dire qu'il n'y a que les nouvelles technologies qui permettent ça. Je crois que la bonne vieille animation sociale, et là c'est le gars de communautaire en moi qui parle, la bonne vieille animation sociale est fondamentale, d'autant plus qu'on sait qu'il y a environ 48% d'analphabètes fonctionnels au Québec. Donc comment ces gens
gens-là vont pouvoir s'approprier les technologies pour éventuellement participer. Donc, il y a toute une œuvre, en fait, d'éducation. Donc, même profitons de l'occasion technologique pour adresser le problème d'alphabétisation rampant du Québec et de cette façon-là, faire de tous les citoyens des citoyens mieux outillés pour participer à la vie collective. Et il y a de nombreux exemples dans le milieu communautaire où, justement, les ateliers d'éducation populaire ont pris des gens qui étaient finalement des gens laissés pour compte et en ont fait des acteurs de changement dans leur milieu. Donc, je crois que ce type d'initiative-là est extrêmement porteur. Encore faut-il qu'il y ait des gens assez visionnaires pour les porter jusqu'où elles peuvent aller. Bien, on espère que Denis Coderre ou un autre, le 3 novembre, quand il sera élu, se manifestera. On a plus de chances de miser sur un autre ou une autre. Ou une autre. Puis justement, personnellement, là, si je peux passer un commentaire éditorial, ça serait bien que tous les arrondissements, tous les conseils d'arrondissement mettent en ligne les conseils d'arrondissement parce que c'est pas le cas pour tous les conseils. Donc, pour avoir une transparence, je pense que ça serait important, puis c'est pas le cas, puis c'est quand même une instance démocratique. Puis je pense que ça serait assez simple à faire, ce qui n'est malheureusement pas fait encore. Donc, à bon entendeur, salut Marc Ouimet, merci beaucoup pour ta présence. Plaisir. C'est toujours fort agréable.